Zara a 13 ans et elle va partir. Elle ne le sait pas encore, mais ce sera un long voyage, une année entière. Une odyssée riche en aventures et peuplée de rencontres, d'émotions et de rebondissements, de drames et de grands désastres. Un voyage qui va lui faire traverser 6 pays, de la Côte d'Ivoire à la France, avec l'unique espoir de retrouver ses parents. Zara a 13 ans. Elle ne sait pas encore qui elle est vraiment, mais elle va apprendre à se connaître. Je m'appelle Zara et j'ai 13 ans. Je m'apprête à partir de ma ville natale, Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la terre est rouge et les montagnes sont vertes. Mans, c'est la ville aux 18 montagnes. Il y a des rivières et des ponts suspendus en liane qui enjambent des cascades. Je vais au collège tout près de la maison. Tout le monde dit que je suis une fille gentille et souriante, mais moi je ne sais pas vraiment qui je suis. Zara habite avec sa grand-mère, qui a un caractère difficile et autoritaire. Toutes ses actions sont dictées par les traditions. Ça compte beaucoup pour elle de faire comme les autres, de rester dans la droite ligne. J'ai appelé Fatoumata pour qu'elle vienne demain. Hors des questions. Je m'y oppose et maman n'est pas d'accord non plus. C'est ma décision. Ta mère est partie, c'est moi qui décide. Zara connaissait Fatoumata. Cette voisine était tristement réputée pour pratiquer l'excision sur les filles du village. Dans sa chambre, Zara pleura toute la nuit. Au petit matin, la porte s'ouvrit et Zara eut la surprise de découvrir le visage amical de son oncle Mamadou. Il avait 15 ans, c'était un garçon joyeux. Bonjour Zara, pourquoi pleures-tu? Grand-mère veut m'exciser. La voisine doit venir aujourd'hui. Je t'en supplie, aide-moi à m'enfuir. Amène-moi loin d'ici pour retrouver maman et papa. La France, c'est pas la porte à côté. C'est un long voyage et c'est très dangereux. Je t'en supplie. Mamadou se laissa convaincre par les pleurs de Zara et rapidement, elle jeta quelques vêtements dans un petit sac et les deux adolescents descendirent les escaliers en faisant le moins de bruit possible. Zara et Mamadou se rendirent à la gare routière et montèrent dans le premier car pour Abidjan. C'est la première fois que je prends le car pour la capitale. 570 km. Oh, c'est super loin. Tu sais combien de kilomètres il nous reste avant Paris? Attends, je regarde sur mon portable. Alors? 6787 km et la mer à traverser entre la Libye et l'Italie. Ça va être très très long. Abidjan, enfin! Ils se rendirent directement chez leur tante pour manger et se reposer. Tanti, viens-tu avec nous en France? Et qui s'occupera de mes enfants? Mais je vous ai acheté un billet de car pour le Burkina Faso, pour vous deux. Merci beaucoup Tanti. J'aurais tant aimé que tu viennes avec nous. Prenez soin de vous et surtout, faites attention. Zara et Mamadou montèrent dans le car alors que la nuit tombait. Les gens autour d'eux étaient tendus. Personne ne dormait. Tout le monde semblait aux aguets. Zara comprit qu'ils étaient nombreux dans leur car à vouloir passer la frontière. Elle se concentra sur ces nouveaux paysages qu'elle découvrait, le visage collé contre la vitre. Au petit matin, ils arrivèrent à la gare du Burkina Faso et trouvèrent une petite place sur le sol. Entourée par cette foule d'inconnus, j'ai peur. C'est long d'attendre un nouveau car. Tout le monde s'impatiente. Les enfants courent partout. Le chauffeur arrive enfin. Dans le car, une odeur immonde les saisit. Les uns sur les autres, serrés, collés, difficile de trouver sa place. Ce calvaire dura une éternité jusqu'au corridor entre le Burkina Faso et le Niger. Le corridor, c'est comme ça qu'on appelle le No Man's Land. Entre deux frontières, il est encerclé de barbelés. Les militaires nigérians vérifiaient les papiers et ce fut au tour de Zara et Mamadou. Le seul document officiel de Zara, c'était sa carte de collégienne. Elle tremblait de tout son corps. Fais-moi voir ta carte. Voilà, monsieur. Lycée IVAP à Mans. Content de le savoir, mais ta carte d'identité, elle est où? J'en ai pas. Retourne à ton école alors. Zara était effondrée. Tout ce chemin parcouru et tout ça pour rien. De retour à la gare du Burkina, elle paya des papiers à un trafiquant et repartit à l'assaut avec une carte d'identité malienne et un nouveau nom. Malheureusement, c'était encore le même militaire au checkpoint. Encore toi? Vous vous trompez, monsieur. C'est la première fois que je viens ici. Je te reconnais très bien. Tu es la collégienne. Ça va te coûter très cher. Bien plus que tes faux papiers. Le militaire arrêta Zara et Mamadou et les embarqua dans un camion. Ils filaient dans la nuit sans qu'ils connaissent la destination.
Ils avaient peur. Le camion s'arrêta devant une maison insalubre où des militaires riaient bruyamment. Cette maison était en fait une prison. Les militaires divisèrent le groupe en deux. Les larmes de Zara embuaient ses yeux. Elle avait peur. Ils restèrent là des heures durant jusqu'à ce qu'elle donne tout ce qui lui restait d'argent à un militaire. Ici, la corruption est une transaction, comme une autre. Puis ils repartirent se réfugier dans la gare où des familles dormaient pêle-mêle à même le sol. Le lendemain, ils reprirent le car pour le corridor, mais cette fois-ci, ils eurent de la chance. C'était l'heure de la relève. Ils virent le douanier qui les avait arrêtés repartir avec ses collègues et un nouveau arrivé. Moins regardant, avec sa fausse carte malienne, elle inventa toute une histoire. Tu es déjà passé par ici? Non, c'est la première fois. Tu peux ouvrir ton sac? Il les laissa entrer au Niger, les faux papiers étaient bien faits. Regarde Zara, sur Google Maps, on doit traverser le désert du Niger pour aller en Libye. On n'est pas tout seul, il y a tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui attendent un camion pour traverser. On m'a donné le téléphone d'un chauffeur. Je l'appelle? Il te reste des sous? Moi j'ai tout donné aux douaniers nigériens. J'ai juste pour le camion. Après, il faudra qu'on travaille. Mamadou avait réussi à rencontrer le chauffeur. Il lui avait donné l'argent de leur passage. Mais à minuit, C'est bizarre, le camion est toujours pas là. Ces familles l'attendent aussi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le chercher chez lui. J'ai vu où il habite. arrivés chez le chauffeur, ils toquèrent à la porte. Mais personne ne vint leur ouvrir. Pourtant, la lumière était allumée. Viens, on passe par le jardin. T'es sûr? Il va peut-être nous tirer dessus. On l'a payé quand même. Mamadou traversa le jardin et trouva le chauffeur mort de trouille. Il réussit à le convaincre de les amener. Mais en plein désert, l'homme prit peur des patrouilles de police et les abandonna à leurs sœurs, tout en leur promettant de venir les chercher plus tard. On se cache où? On pourrait se creuser une cachette dans le sable. J'ai faim et j'ai froid. Je n'ai qu'une bouteille d'eau et une poignée de gari. Une poignée de semoule pour deux. Je vais imaginer que je mange un bon plat de viande et de légumes de Tanti. Ils mastiquèrent très lentement leur gari, puis s'endormirent côte à côte pour ne pas avoir froid. À l'aube, ils furent réveillés par un bruit de camion. Il est revenu, le camion est là. Enfin! Ils étaient si heureux qu'ils ne s'en rendirent pas compte que le camion était en fait celui d'une patrouille de douaniers. Ils furent capturés et amenés dans un centre de rétention côté Niger. Dans le centre, il y avait beaucoup de monde. Ils avaient tous interdiction de sortir. Le seul droit qu'ils avaient était celui de passer leur journée dans la cour. Je m'ennuie, y a rien à faire ici. Moi, je suis fatigué. Je vais dormir. T'as raison, y a que ça à faire. Après leur nuit d'inquiétude dans le désert, ils étaient fatigués et tombèrent dans un sommeil profond. Quand Zara se réveilla, il faisait nuit noire. Elle se rendit compte que les gardes étaient tous endormis. Elle se faufila vers la porte et s'aperçut qu'elle n'était pas fermée à clé. Alors, elle partit réveiller Mamadou, leurs autres compagnons d'infortune, et ils s'enfuirent direction le désert. Rappelle le chauffeur, on l'a payé quand même. Tu as raison. Donne-moi ton téléphone, je me charge de convaincre ce peureux. Allô? Tu te rappelles de moi? Je suis la fille que t'as abonnée dans le désert. J'ai que 13 ans et mon manque 15, t'as pas honte? Tu as besoin de quoi? Hors de question de passer une nuit de plus dans le désert. Bon, dès qu'il fera nuit, à 10h, je viendrai vous chercher. Vous êtes où? On est caché dans les dunes, 1 kilomètre après le village. Tu peux compter sur moi. Mais ils purent surtout compter sur les voleurs, qui déboulèrent sur eux, armés jusqu'aux dents. Ils les dépouillèrent de toutes leurs affaires. Vêtements, argent, papier, tout y passa. Seule leur arme dissuada Zara de se jeter sur eux. Quand le camion arriva enfin, c'est dépouillés et désespérés qu'ils montèrent à l'arrière. Direction la Libye. Sur la piste, ils croisèrent une multitude de camions remplis de migrants de toute origine. Quand ils arrivèrent en Libye, tout leur sembla terrifiant. C'était comme si le pays était en guerre. Tout le monde était armé jusqu'aux dents, les civils comme les militaires. Regarde, il y a une petite cabane. On pourrait peut-être dormir là pour la nuit. Il fait tellement chaud que je vais dormir dehors. Mais pendant la nuit, un visiteur troubla le sommeil de Zara. Un militaire libyen, robuste et armé, la secoua comme un prunier. Que fais-tu ici toute seule? Je ne suis pas toute seule, mon oncle est dans la cabane. Viens dormir avec moi. L'homme l'avait saisie par le bras, mais Zara réussit à se dégager et se précipita dans la cabane où elle réveilla Mamadou. Elle avait si peur qu'elle trembla toute la nuit. Et elle continua à trembler le lendemain matin quand elle vit le militaire libyen de la nuit en pourparlers avec son oncle. Si ce soir, ta nièce refuse encore de dormir avec moi,
J'appellerai la police pour qu'ils vous attrapent et vous renvoient d'où vous venez. À peine l'homme avait-il tourné les talons que Mamadou emmena sa nièce aussi loin qu'il le put. Mais aucun migrant n'est le bienvenu sur le sol de ce pays. Cela faisait maintenant plusieurs mois qu'ils étaient en Libye. Privés de toute liberté, ils étaient à bout. Zara passait son temps enfermée dans un foyer sans oser sortir. Pays de l'horreur, nous les Noirs, nous sommes vendus comme des esclaves, ils nous torturent, nous électrocutent. Ô Dieu maître chanteur, il t'envoie une décharge électrique qui traverse le cœur. Quand t'en peux plus, t'appelles ta famille, tu supplies et tu pleures pour qu'ils t'envoient de l'argent à tes tortionnaires, qu'ils arrêtent de me torturer. Libye, pays raciste, sans foi, sans loi, je te déteste, je te hais, ils nous prennent notre dignité. Raciste avec tous ceux qui ne parlent pas arabe, ils profitent, ils abusent, ils prennent, ils violent, ils tuent, incapables de supporter toute personne qui ne leur ressemble pas. Dans le foyer, on n'est pas épargné. Les familles libyennes viennent s'y servir en esclaves noirs. Quand ils font des fêtes chez eux, ils viennent nous prendre pour être leurs serviteurs. Ou pour coucher avec leurs invités. On est devenus des objets, nos corps ne nous appartiennent plus, nous sommes des marchandises à consommer. Pour ne pas susciter le désir, je coupe mes cheveux et j'enlève mes boucles d'oreilles. Je ressemble désormais à un garçon. On me laisse un peu plus tranquille. Pourtant, un jour, un homme s'approche de moi dans le foyer. Viens habiter chez moi. Tu me donneras ton corps. Si tu es docile, tu recevras de l'argent en échange. Non, je ne viendrai pas chez vous. Je ne parle pas arabe en plus. Si demain tu n'es pas chez moi à midi, je reviendrai ici pour te tuer. Zara comprit que même dans le foyer, elle n'était plus protégée. Alors avec Mamadou, ils prirent leur courage à 4 mains et s'enfuirent loin, courant jusqu'à Tripoli, la capitale pourrait être jetée aussitôt en prison. Car vrai ou faux, elle n'avait plus de papier. Les voleurs du désert leur avaient tout pris. 3 fois, ils les changèrent de prison. 3 prisons, mais toujours les mêmes horribles conditions. Je me souviens de la prison de Zaouïa, non loin de Tripoli. J'ai été privée de nourriture, torturée puis séparée de mon oncle quand ils ont compris que j'étais une fille. Avec Mamadou, on se croisait uniquement dans la cour le matin. Ça amusait les gardiens de nous voir trier les grains de couscous ou de riz qu'ils jetaient sur le sol. Comme si on était des animaux. Je suis restée presque 2 mois dans cette prison avec les mêmes habits sales. J'étais triste et désespérée. Mais un après-midi, il y a eu une révolte. Ils ont cassé un des murs de la prison et on s'est tous enfuis. On a presque tous été rattrapés. Certains sont repartis en prison. Moi, j'ai été transférée dans un centre de rétention géant où s'entassaient des migrants venus du monde entier. C'est là que j'ai fait connaissance d'Ibrahim, un jeune Camerounais qui, lui, avait la permission de travailler pour vendre du poulet au marché. Il était gentil, Ibrahim. Un matin, il croisa le chemin de Mustapha le gardien. Celui-ci le soupçonnait d'organiser une traversée vers l'Europe, alors il alla voir la directrice du centre pour le dénoncer. À son retour du marché, la directrice questionna brutalement Ibrahim dans le couloir. Agenouille-toi et réponds-moi. Tu reviens d'où? Du marché? J'ai le droit d'y travailler. Dis la vérité. Je rentre du marché où je vends du poulet. La directrice a sorti son pistolet et a tué Ibrahim d'une balle dans la tempe, sous mes yeux. Je suis restée paralysée pendant de longues minutes, incapable de bouger. L'effroyable horreur. Je me rappelle avoir vu la directrice et le gardien mettre son corps sans vie dans un sac puis le balancer dans la mer. Pour acheter notre silence et calmer la révolte, la directrice a fait tuer un mouton et nous l'a ramené au foyer alors qu'il y avait encore le sang d'Ibrahim sur le sol. Je n'ai rien mangé. Sa pauvre sœur l'appelait sans cesse sur son téléphone. Elle voulait lui envoyer l'argent pour payer son retour, mais son cerveau ne voulait pas comprendre que son frère venait d'être tué pour rien. Repose en paix, Ibrahim. Nous pensons à toi. La seule solution pour sortir de cet enfer était de payer une forte caution. Mais Zara ne pouvait compter sur personne et sa famille ignorait qu'elle était enfermée. Après s'être rasé les cheveux, elle se banda la poitrine et n'ouvra plus la bouche. Fille devenue garçon, elle parvint ainsi à se faire passer pour un garçon et c'est ainsi que Zara put rester près de Mamadou. Un jour, il réussit à acheter sa liberté auprès d'un homme qui lui prêta l'argent pour payer sa caution. Aussitôt dehors, il n'eut qu'une idée en tête, travailler jour et nuit pour pouvoir aussi payer la liberté de Zara. Je suis très fière de ce que Mamadou a fait pour moi. Quelle joie, le jour où je suis enfin sortie de prison, où j'ai pu enfin le retrouver. Il fallait trouver un passeur pour traverser la mer. C'était pas très compliqué. Ils étaient très bien organisés. Combien tu as? Je n'ai plus d'argent. Alors il te faudra travailler. Tu peux nous loger? Vous pouvez dormir dans cette maison en attendant. On est courageux, on travaillera, mais juste ne nous oublie pas. Un jour, ce fut le grand jour. Le passeur déposa un bateau pneumatique sur le sable pour que Zara et Mamadou le gonflent. Ils tapissèrent ensuite le fond de planches de bois
pour améliorer sa flottaison et attendir la nuit. Les femmes et les enfants dans le premier bateau. Tous les autres, montez dans le second. Mamadou, je prends le second, comme ça on pourra rester ensemble. D'accord. Mamadou? Quoi? J'ai peur, je ne sais pas nager. On dit qu'il y a des requins dans le détroit. Avec le gilet de sauvetage, tu n'as pas d'inquiétude à avoir et prends un bâton pour assommer les requins. Je me rappelle avoir vu le premier bateau partir vers la mer. C'est mon dernier souvenir avant qu'une vague énorme ne s'abatte sur nous et déchire le bateau. Zara, accroche-toi! Mamadou! Heureusement qu'ils étaient encore près du rivage. Zara s'accrocha au cou de Mamadou et ils rejoignirent ainsi la plage. Le lendemain, ils apprirent que les gardes-côtes libyens avaient harponné le premier bateau et que les femmes et les enfants avaient tous été jetés en prison. Une femme avait été tuée devant les autres par un militaire libyen pour leur enlever l'envie de recommencer. Ce jour-là, aucun bateau n'avait réussi à passer entre les mailles sanglantes. J'ai la rage contre ces chiens. Comment ont-ils pu faire ça à cette femme et devant ses enfants? N'y pense plus, Zara, ou ça te rendra folle. Viens m'aider, on va réparer la toile du bateau pneumatique et cette nuit, on essayera à nouveau. Ce soir, je ne vous accompagnerai pas. Vous devrez vous débrouiller sans moi, car s'ils m'attrapent, ils me tueront. Mais je vous laisse ma boussole. Tenez. Sous une nuit de pleine lune, ils repartirent vaillamment affronter la mer et les hommes. Malheureusement, l'aiguille de la boussole restait bloquée sur le sud et le moteur tomba en panne au beau milieu de la traversée. Comble de malheur, le fond du bateau se fissura et l'eau envahit bientôt leurs pieds, chevilles, genoux. Zara vit des requins tracer des cercles autour de l'embarcation. Elle crispa sa main sur le bâton, prête à en assommer un ou deux. Ils écopèrent encore et encore avec l'énergie du désespoir, dérivant au gré des courants marins pendant toute une journée. J'ai soif. Mes doigts sont dévorés par le sel. Mon visage me brûle. Des sauvés. Au secours, à l'aide! Il faut faire des grands gestes pour qu'ils nous voient. Que personne se lève, on va chavirer. Si c'est des Libyens, on est tous morts. Ils vont nous tirer dessus comme des lapins. C'est la fin, Mamadou. Pardonne-moi de t'avoir entraîné dans cet enfer. Tais-toi, garde ton souffle et accroche-toi à moi. Regarde, c'est un patrouilleur avec un drapeau italien. On est du bon côté, on est sauvés, Zara. Les marins italiens leur jetèrent des cordes et des gilets de sauvetage. Zara pleurait de joie. Elle eut juste le temps d'apercevoir un marin couler ce qui restait du bateau pneumatique. Puis épuisée, elle sombra dans un profond sommeil. Elle ne vit pas les contours de l'île de Lampedusa, avec ses 20 petits kilomètres carrés, mais cet énorme espoir pour tous les migrants qui rêvent d'Europe. Lampedusa! Zara se retrouva sur le quai de Lampedusa où elle fut accueillie dans un centre de premier secours tenu par des religieuses. Elles lui donnèrent à manger, à boire et de nouveaux vêtements. Puis Zara fut expédiée dans un foyer pour femmes et séparée de Mamadou à son grand regret. Dès le lendemain de son arrivée, à sa grande surprise, elle se retrouva sur les bancs d'une école où se mêlaient enfants et adultes, migrants et italiens. Pourquoi m'obligez-vous à apprendre l'italien ? C'est obligatoire si tu veux rester ici. Mais je ne veux pas rester ici. Il va y avoir une enquête pour savoir si tu es vraiment la fille des personnes dont tu as donné le nom. Quoi ? Une enquête ? Ça va prendre du temps ? Mais je suis leur fille. Comme c'est par l'Italie que tu es rentrée en Europe, tu dois obéir à nos lois et venir à l'école. Mais je veux aller en France, c'est là-bas où vivent mes parents. Zara repartit très contrariée et erra des heures, se demandant comment elle allait sortir de cette île dont elle se sentait désormais la prisonnière. Après tous ces périples, tous ces dangers rencontrés, une autorisation administrative allait-elle tout mettre par terre ? Elle était pourtant si près du but. Pour la première fois depuis son départ, Zara appela ses parents. « Bonjour papa. » Zara, où es-tu ma fille? Cela fait si longtemps. On est inquiet avec maman de ne pas avoir de nouvelles. Je suis bloquée sur une île en Italie. Papa, tu es toujours là? Tu as traversé? Tu es vivante? C'est le plus important. Quand pourras-tu venir? Je n'en sais rien, c'est à cause des papiers, ils me retiennent à Lampedusa. La police ne t'a pas contacté? Non, personne. Ils disent que je dois attendre ici et ils me forcent à apprendre l'italien. Mais j'en ai rien à... Zara, je vais contacter une association à Paris. Ils ont des avocats. On va trouver une solution. Ça va être long encore. Tu es si courageuse, Zara. Je suis si fier de toi et avec maman, on a hâte de te serrer dans nos bras. Après avoir raccroché, Zara resta bouleversée toute la semaine par les mots de son père. Une semaine qui lui sembla durer une éternité. L'attente à Lampedusa tournait au supplice alors elle craqua.
Sans attendre ses papiers, elle s'enfuit, déterminée à retrouver coûte que coûte ses parents. Sur le bateau pneumatique, elle avait fait connaissance avec une femme qui souhaitait également regagner la France. Ensemble, elles prirent un bateau, des bus, des cars, puis un train pour passer de l'Italie à la France. Dans le train entre l'Italie et la France, il y avait d'autres migrants comme moi. J'ai eu l'idée de m'asseoir dans un wagon où il n'y avait que des blancs pour ne pas être contrôlé. Ça a fonctionné. Les autres migrants ont tous été arrêtés. Le train en provenance de San Giovanni et Nice est annoncé sur le quai numéro 4. Maman! Ma chérie. Oh, on dirait que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Ce sera un petit frère. Avec mes 2 enfants près de moi, ce sera le plus beau jour de ma vie. Comment tu vas l'appeler? Mamadou. Comme mon oncle? Oui, on veut lui rendre hommage pour t'avoir si bien protégé. Papa a prévenu l'association pour que les Italiens le laissent venir ici. Viens, tu vas tout nous raconter. Je t'emmène à l'hôtel. Papa est au travail, mais il va vite nous rejoindre. Zara, la courageuse, resta un long moment à pleurer dans les bras de son père quand il rentra du travail. Mais les retrouvailles furent de courte durée. Comme elle n'était pas inscrite sur le livret de famille, Zara fut placée toute une semaine dans une famille d'accueil, le temps que la préfecture fasse le nécessaire. Quand Zara put enfin retrouver ses parents dans leur minuscule chambre d'hôtel, sa mère donna le jour à son petit frère. La chambre était si petite qu'ils ne pouvaient pas poser le couffin sur le sol, alors ils déménagèrent de l'hôtel. 4 hôtels plus tard, ils furent hébergés dans un foyer avec enfin la possibilité de cuisiner. Je m'appelle Zara. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et j'habite en France avec mes parents et mes 3 petits frères. Je suis heureuse de pouvoir faire des études et d'aller au lycée apprendre le métier d'aide-soignante. Ce voyage m'a fait grandir vite et ces souvenirs sont devenus ma force. J'ai appris de moi que je suis une fille courageuse, rusée et déterminée et que je ne me laisse pas facilement intimider.